Bonjour, deuxième retour sur les vaisseaux inédits de la vague 4. Celle-ci étant enfin sortie en France, je suis maintenant en mesure de compléter mes articles preview initiaux par des chroniques en bonne et due forme. Il y aura du coup une part non négligeable de redite, autant vous en prévenir d'emblée, mais cela me permettra d'inclure dans mon appréciation les éléments qui m'étaient inconnus au moment de la rédaction de ces articles, notamment les coûts en points d'escadron et les emplacements d'amélioration révélés lors de la mise à jour de juillet, mais aussi la qualité de la figurine et, plus anecdotiquement peut-être, les noms français des cartes. Enfin, sur certains points, mon opinion a pu évoluer depuis ces previews, ou ma compréhension ou incompréhension des effets des cartes. 3 nouveaux vaisseaux sont concernés. Je me suis déjà occupé du chasseur royal Naboo N1 de la République et reviendrai en temps et en heure sur le transport de la Résistance. Mais aujourd'hui, je vais me pencher sur le bombardier droïde de classe Iéna, si après le Iéna, ça ira plus vite. Un apport bienvenu à la faction séparatiste, à même de renouveler assez radicalement le principe même des nuées de droïdes, en fournissant une alternative plus solide mais aussi bien plus diversifiée au chasseur droïde de classe Vulture, tout en jouant sur son terrain dans la mesure où, très déterminant, les deux châssis disposent de la même capacité générique, calcul en réseau, qui fait tout le sel de la nuée séparatiste. L'extension, outre la figurine avec son socle, le cadran de manœuvre et les gabarits de pilote, comprend 16 cartes en tout, sans compter les 2 de formation rapide. Soit 6 cartes de pilote et 10 améliorations. Parmi ces dernières, 7 sont inédites au sens où elles apparaissent avec cette vague 4, mais éventuellement dans d'autres extensions en même temps, 2 de celles-ci étant réservées aux séparatistes, parmi lesquelles une carte duale. Ce qui nous laisse enfin 3 améliorations génériques connues depuis longtemps. On y trouve aussi bien sûr les marqueurs habituels, mais également un nouveau type de marqueur dit d'amorce en 2 exemplaires, et j'y reviendrai le moment venu. Commençons par la figurine, dont je ne pouvais rien dire jusqu'alors, le modèle probablement numérique des articles de présentation de FFG ne s'y prétend guère. Pour le coup, et à la différence du chasseur royal Naboo N1, c'est plutôt une bonne surprise. Peut-être pas au point du nouveau B-Wing ASF-01 du fait de l'absence de partie mobile, mais une bonne surprise. Et aussi, chose que je n'étais pas en mesure d'apprécier jusqu'alors, en dépit de l'article de FFG, une figurine plus grosse que ce à quoi je m'attendais. Ça reste un petit socle, mais d'une taille plus et bien conventionnelle que ce à quoi nous avons été habitués pour les nouvelles factions depuis la vague 3. Et c'est très bien vu parce que cela participe de la personnalité du vaisseau, tout spécialement par rapport aux Vultures. Si les Iéna reprennent les schémas de peinture de ces derniers dans leur version serviteur de la lutte, ils se distinguent aisément sur le tapis de jeu et produisent un effet beaucoup plus massif qui est très appréciable. La sculpture est réussie, tout un peu plus complexe là encore que ce à quoi je m'attendais, tout spécialement concernant les ailerons. Et la peinture rend plutôt pas mal. Si le rouge des yeux du cockpit baffe toujours un peu, le reste est plutôt réussi avec une dimension presque camouflage étonnante mais efficace. Les bandes alternées des nacelles ne brillent peut-être pas par la précision, mais le résultat est convaincant, et de même pour le motif en chevron des ailerons. Impossible aussi de ne pas relever le logo séparatiste très précis au sommet du cockpit. Dans mes chroniques de Laser Spy Delta 7 et du chasseur royal Naboo N1, je relevais qu'il était dommage que l'astromech ne soit qu'une petite goutte uniforme, tout en supposant qu'il aurait été absurde d'en attendre davantage à cette échelle. Eh bien, le Iéna démontre que cela n'aurait pas été si absurde. Une figurine réussie donc, pas au niveau du B-Wing ASF-01 je suppose, mais clairement plus convaincante que le chasseur royal Naboo N1. Je réserve encore un peu mon avis pour le transport de la Résistance, mais c'est que la question ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes. J'y reviendrai de toute façon prochainement dans un nouvel article. Bien, examinons maintenant le vaisseau dans ses traits les plus généraux, disons dès lors le châssis, et je passerai au pilote, enfin façon de parler, plus tard. Par rapport à l'article vidéo de preview, il y aura ici un apport fondamental, peut-être plus encore que pour toute autre extension, la prise en compte suite à l'ajustement de juillet des coûts et surtout des emplacements d'amélioration. Parce que concernant ces derniers, c'est un bordel pour le moins étonnant, même si on en avait été plus ou moins prévenu, FFG ayant multiplié les variantes du vaisseau d'une manière totalement inédite dans le jeu. Mais ça, on y viendra plus tard. Première étape, comme d'habitude, le cadran de manœuvre, et comme d'habitude, je me suis référé à Yet Another Squad Builder 2.0 pour l'illustration. Nous avons donc en tout 18 manœuvres, contre 17 pour le Vulture, qui sera notre étalon en l'arrêt matière, 4 bleues, 8 blanches et 6 rouges. Les manœuvres bleues sont assez restrictives, tout droit à vitesse 2 et 3, virage serré à vitesse 2. Évacuer le stress pourra se montrer problématique, un peu plus probablement que pour le Vulture. Relevant au passage que les 2 types de vaisseaux droïdes connaissent une même particularité étonnante, ils gèrent mieux les virages serrés que les virages sur l'aile. Côté manœuvre blanche, c'est assez varié. Tout droit à vitesse 1 et 4. Le tout droit à vitesse 1 est une très bonne chose pour un vaisseau de ce type, et à vrai dire de manière générale. Virage sur l'aile à vitesse 2 seulement, ce qui est plus ennuyeux, et virage serré à vitesse 1 et 3, et ça c'est vraiment bien. Globalement, même constat que précédemment donc.
Quant aux manœuvres rouges, elles sont tout de même assez variées. Les virages sur l'aile 1 peuvent se montrer assez problématiques, le tout droit 5 est toujours appréciable, et de même le fait que le Iéna dispose de 3 manœuvres de retournement qui sont Koyogran 2 et Tonneau de Talon 2 également. Toutes choses égales par ailleurs, c'est un cadran à vue de nez plutôt sympathique, je suppose, pour un vaisseau de ce type. Un bombardier tend à se montrer plus lourdeau qu'un chasseur, forcément, mais le Iéna compense avec des options de mouvement inaccessibles aux Vultures, sans toutefois s'en distinguer autant qu'un Belbelab. Cela a son importance, j'y viendrai dans un prochain rapport de bataille. Et sa vitesse très ajustable, son éventail de virages serrés et ses options de retournement très agressives sont plutôt une bonne surprise à cet égard. En même temps, le Iéna se distingue de son autre modèle, le bombardier taille SA, en présentant un cadran beaucoup plus complexe, rigide sur certains points, mais relativement versatile sur d'autres. Ce qui me paraît bien vu et relativement attrayant. Me connaissant, il me faudra faire gaffe avec le putain de stress, mais ok. Les statistiques du vaisseau sont toutes simples. 2 en attaque, 2 en défense, 5 en coque, pas de bouclier. Par rapport au Vulture, le Iéna ne se distingue ici que par 2 points de coque supplémentaires. En fait, cela nous donne des statistiques qui sont exactement celles du chasseur Toren V19 de Jules de chez Smith en face. C'est pas glorieux, ça non, mais cela permet d'avoir un bombardier relativement bas coût, ce qui est bien le propos chez les séparatistes, outre que leurs vaisseaux tentent toujours à avoir divers tours dans leur sac qui transcendent les statistiques médiocres, voire pires encore, telles qu'elles apparaissent de manière brute. Passons à la barre d'action, et en relevant d'emblée une bizarrerie, il y en a en fait 2 de différentes pour ce châssis. Et sauf erreur, c'est une première, au-delà des variations auxquelles nous étions habitués de longue date, portant sur le calcul se substituant à la concentration. Donc 5 des 6 vaisseaux de l'extension disposent de la barre d'action suivante: calcul, ce sont tous des droïdes, acquisition de cible, tonneau éventuellement lié à une acquisition de cible rouge, et seule action rouge isolée, rechargement. C'est une barre d'action très sensée pour un bombardier qui prise les acquisitions de cibles bien davantage que les chasseurs, dans la mesure où il en a souvent besoin pour tirer ses torpilles et ou missiles, et qui peut apprécier le rechargement pour les torpilles et les missiles, mais aussi pour les engins. On relèvera que certaines améliorations d'armes spéciales requièrent en lieu et place de l'acquisition de cibles, ou d'un marqueur de calcul, un marqueur de concentration, qui est inaccessible au droïde. Mais il y a, comme on le verra, des moyens un peu tordus, voire pas qu'un peu, de contourner cette difficulté. Maintenant, le 6e vaisseau de cette extension, DBS-32C, dispose d'une barre d'action qui lui est propre, même si un seul point change par rapport aux autres Iéna, le rechargement rouge est remplacé par un brouillage rouge. C'est que ce vaisseau a un rôle bien particulier sur ce châssis, disons de soutien-commandement, ce qui rend cette action spécifique pertinente. À noter d'ores et déjà, si ce vaisseau précisément ne peut pas embarquer d'engin, à la différence de certains des Iéna, il peut cependant bénéficier des droïdes sondes DRK-1 à cet effet, outre que tous les Iéna peuvent en bénéficier également pour ce qui est de l'acquisition de cibles. Étrangement, ces engins distants ne figurent pas dans cette extension, mais seulement dans l'infiltrateur site. Rapidement, car le point a déjà été évoqué, mais il est proprement crucial, tous les Iéna disposent d'une même capacité générique, calcul en réseau, qui est exactement la même que celle des chasseurs droïdes de classe Vulture. Tant qu'ils défendent ou effectuent une attaque, ils peuvent dépenser un marqueur calcul d'un vaisseau allié à portée 0 à 1 pour changer un résultat concentration en un résultat dégâts ou évasion. C'est fondamental dans une liste séparatiste, a fortiori si c'est une nuée ou si elle louche sur la nuée. Il est donc très précieux que les Vultures et les Iéna partagent cette capacité d'autant plus utile qu'elle est massive. Ce n'est pas la seule chose qu'ils partagent d'ailleurs, enfin plus ou moins, car les Iéna ont une configuration spécifique appelée support d'atterrissage qui correspond exactement au support d'ancrage des Vultures. Pourquoi distinguer alors ? Eh bien, chaque châssis dispose donc de sa propre configuration, et on peut supposer que la distinction de la part de FFG est une précaution au regard des ajustements de coûts. Si la configuration fonctionne trop bien sur tel vaisseau et pas sur tel autre, les coûts du premier pourraient être augmentés sans que cela affecte le second, ou en sens inverse, les coûts du second pourraient être diminués sans que cela affecte le premier. Je suppose que c'est quelque chose du genre. Ceci étant, là maintenant, c'est-à-dire depuis la mise à jour de juillet qui a baissé les coûts pour la configuration des Vultures, les supports d'ancrage et les supports d'atterrissage valent exactement le même nombre de points d'escadron, soit un seul. Cool! À 3 points d'escadron, initialement les supports d'ancrage me paraissaient trop chers pour que cela vaille le coup de les prendre, mais maintenant, il en va bien différemment. Mais justement, c'est qu'on en arrive aux coûts et aux emplacements d'amélioration, éléments fluctuants et inconnus lors de la rédaction de mon article vidéo de preview. Et là, c'est le bordel. Mais un bordel différent, je crois, de celui qui a affecté parallèlement le Naboo. Dans le cas de ce dernier, l'accent a été mis sur la décorrélation des coûts par rapport aux valeurs d'initiative et ou aux capacités de pilote. La progression des coûts concernant le Iéna est globalement moins surprenante. En revanche,
Les emplacements d'amélioration varient beaucoup d'un pilote à l'autre pour le Iéna, d'une manière totalement inédite jusqu'alors. Si généralement on distingue deux canevas, en gros pilote avec ou sans talent, 3 ou plus quand un emplacement de pouvoir de la force remplace ponctuellement celui de talent, le Iéna connaît quant à lui 4 profils différents et ce sans jamais que les variantes n'impliquent ni les talents ni les pouvoirs de la force, puisqu'aucun n'en dispose. Donc il y a malgré tout une sorte de modèle de base représenté ici par les génériques que sont le bombardier du Technosyndicat et le bombardier séparatiste, mais aussi le vaisseau limité à un seul exemplaire DBS 404. Ces avatars du Iéna disposent des emplacements d'amélioration suivants: configuration, engin, missile, modification et torpille. Mais après cela, les choses changent pour les 3 pilotes restants plus spécialisés. Tous déjà gagnent un emplacement de censeur. Ensuite, le prototype Bactoïde perd ses emplacements d'engin et de torpille en échange d'un second slot de missile, ce qui en fait le seul Iéna en mesure d'embarquer les tout nouveaux missiles Diamant Bore, ou s'il est prêt à courir le risque de la concentration qui fait défaut, mais justement c'est ici qu'interviennent ses capacités spéciales, des roquettes de barrage. En sens inverse, le drone de bombardement, s'il perd lui aussi les torpilles, perd également les missiles en échange d'un second emplacement d'engin, ce qui en fait donc le seul Iéna pouvant s'équiper d'un générateur de sous-munitions. Enfin, l'ahuri de la bande, très différent des autres, et qui répond au doux nom de DBS-32C, perd tout slot d'engin, de missiles et de torpilles, en échange, rien à voir, d'un relais tactique. Compliqué, hein? Mais intéressant. Les emplacements d'amélioration étant connus, on peut maintenant parler des coûts. À regarder de loin, on dirait qu'ils évoluent de 26 points d'escadron pour le bombardier du Technosyndicat, un prix d'entrée relativement correct je suppose, même si cela représentait à poil 7 points de plus qu'un Vulture de base et c'est assurément à considérer. Donc de 26 points d'escadron pour le bombardier du Technosyndicat jusqu'à 42 points d'escadron pour DBS-32C. Seulement, dire les choses ainsi ne prend pas en compte le rôle très particulier de ce dernier vaisseau qui n'a au fond pas grand chose à voir avec les autres, et qui, en tant que module de soutien-commandement, figure en fait dans sa propre échelle de prix. Si l'on met DBS-32C de côté, le coût maximal pour un Iéna relativement normal passe à 32 seulement pour le drone de bombardement, soit 10 points de moins, ce qui n'est pas rien. Même si je trouve quand même ce drone trop coûteux, j'y reviendrai. À l'intérieur de ces limites, le moins cher est en fait le prototype Bactoïde, 28 points d'escadron seulement, sans doute en raison de son initiative minimale. Vient immédiatement ensuite le bombardier séparatiste, 29, et on a enfin DBS 404 à 30 points d'escadron, ce qui me paraît un niveau raisonnable pour ce kamikaze. Il va y avoir de quoi faire, plein de choses à tenter, j'aime bien. Allez, passons donc au pilote. Enfin, pilote, pas vraiment. Comme pour les Vultures, Iéna n'embarque pas de pilotes droïdes, les vaisseaux sont eux-mêmes les droïdes. L'extension comprend donc 6 pilotes. Leur valeur d'initiative s'échelonne entre 1 et 4 contre 1 et 3 pour le Vulture. Ça reste globalement très bas. On pouvait s'y attendre. C'est à ce stade un trait assez commun pour la faction des séparatistes. Dark Maul, à bord de son infiltrateur Sith, demeure le seul pilote séparatiste doté d'initiative de 5 à ce jour, et il n'y en a aucun à l'initiative 6. Cela pourrait changer avec le Nantex de la vague 5, semble-t-il, qui a l'air très amusant. On retrouve ici un autre trait séparatiste qui joue sur les degrés de limitation de ces vaisseaux. 2 sont des génériques à proprement parler, sans limitation d'aucune sorte, puis un est limité à 3 exemplaires et un autre à 2 exemplaires. Enfin, il y a 2 vaisseaux uniques. Examinons-les dans cet ordre, sachant que les valeurs d'initiative n'y sont pas forcément liées et que les profils des emplacements d'amélioration peuvent varier considérablement, on l'a vu. Commençons par les génériques, qui sont le bombardier du Technosyndicat, initiative 1, 26 points d'escadron, et le bombardier séparatiste, initiative 3 pour 29 points d'escadron. Ce sont les équivalents respectivement des drones de la Fédération du Commerce et des drones séparatistes du côté des Vultures. Des options à relativement bas coût et qui seront idéales pour construire des nuées. À cet égard, comme pour les Vultures, je suis à vue de nez surtout intéressé par les vaisseaux à initiative 1, je tends à croire qu'une initiative de 3 au regard de ce châssis ne justifie pas vraiment le surcoût. 3 points en l'espèce, ça n'a rien négligeable. En tout cas, on peut supposer que ces génériques seront assez présents dans le jeu séparatiste, avec cependant une différence par rapport aux Vultures, et les Iéna limités me paraissent globalement plus intéressants que leur contrepartie, mais faudra voir. Le premier Iéna limité, mais à 3 exemplaires, ce qui laisse tout de même une bonne marge, est le drone de bombardement, à initiative 3 là encore, pour 32 points d'escadron, soit 3 points de plus encore par rapport au bombardier séparatiste, et là ouais, je trouve que ça commence à devenir bien cher. D'autant que nous parlons du vaisseau à poil. Or, c'est le plus bombardier de ces bombardiers puisqu'il dispose de 2 emplacements d'engins. On l'a vu, ça en fait donc le seul Iéna pouvant s'équiper d'un générateur de sous-munitions. Mais les engins coûtent assez cher, le cas échéant.
Maintenant, il n'est pas sans atout et sa capacité spéciale joue de fait avec les engins. Plutôt que de larguer un engin, il peut choisir de le lancer avec le même gabarit, ce qui est simple, efficace, cool. Certes, la portée n'est pas la même qu'avec un simulateur de trajectoire, mais il y a un de ces senseurs dans l'extension, et le drone de bombardement dispose bel et bien d'un emplacement de senseur. On a vu que ce n'était pas le cas de tous ses collègues. Maintenant, c'est un surcoût de plus et conséquent. Je ne suis pas très enthousiasmé, à vrai dire. Je ne suis pas bien certain que la plus-value soit si justifiée et qu'un Iéna hyper-axé engin soit forcément si pertinent. Sur ce schéma, je suis bien davantage séduit par le pilote suivant, limité cette fois à 2 exemplaires, le prototype Bactoid. À noter avec lui, on redescend à l'initiative minimale de 1, mais en contrepartie, les coûts également diminuent. 28 points d'escadron, soit 2 de plus que pour le bombardier du Technosyndicat, mais avec un profil d'amélioration davantage optimisé et une faculté spéciale qui peut s'avérer intéressante. De tous les Iénas, c'est celui qui kiffe le plus les missiles, et il en dispose donc de 2 emplacements, en y sacrifiant engins et torpilles. Ce qui en a fait, on l'a vu, le seul Iéna en mesure d'embarquer des missiles diamant-bord ou éventuellement des roquettes de barrage. Le problème concernant ces dernières est qu'elles requièrent un marqueur de concentration pour être tirées. Or, le Iéna en tant que droïde ne dispose pas de l'action de concentration. Mais c'est ici, entre autres, qu'intervient sa capacité particulière. Quand ce vaisseau effectue une attaque spéciale, si un vaisseau allié doté de calcul en réseau a verrouillé le défenseur, sans condition de portée, alors le prototype peut ignorer le prérequis de l'attaque spéciale, qu'il s'agisse de calcul ou d'acquisition de cible, mais aussi donc de concentration. Bon, le coup des roquettes de barrage, je n'y crois pas trop, mais ça n'est de toute façon qu'une implication très secondaire de cette capacité. Or, elle peut s'avérer très enthousiasmante au-delà, en conférant davantage de souplesse au fonctionnement de la liste. C'est un bon moyen de libérer l'action du Iéna pour, par exemple, faire un tonneau ou engranger un précieux marqueur calcul supplémentaire, etc. Intéressant, oui, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le constater et je vous en parlerai dans un prochain rapport de bataille. Après quoi, nous avons 2 pilotes limités classiquement à un seul exemplaire. Le premier sonne un peu comme une blague, DBS 404, protocole de survie introuvable. Mais en fait de blague, elle pourrait bien s'avérer mortelle, un authentique Blue Screen of Death. Relevons déjà que, outre qu'il correspond au modèle générique du châssis, c'est le seul Iéna à initiative 4, ce qui n'est pas énorme, mais comme les choses évoluent depuis la vague 3 et toutes choses égales par ailleurs, cela pourrait déjà constituer un véritable atout. Surtout, le coût paraît bien plus attrayant que pour le drone de bombardement. Mettons, à 30 points d'escadron, DBS 404 ne coûte qu'un point de plus qu'un bombardier séparatiste, pour une même barre d'amélioration, mais avec une initiative supérieure et une capacité spéciale très amusante, laquelle en fait une sorte de kamikaze. D'abord, il peut effectuer des attaques principales à portée 0, ce qui est cool. Ensuite, quand il effectue une attaque à portée 0 à 1, il doit jeter un dé supplémentaire. Le verbe est souligné sur la carte, je suppose que c'est pour prévenir la gruge de petits malins qui voudraient bénéficier notamment de l'initiative de DBS 404 sans en subir les conséquences à cette portée comme on le verra. Et là, il faut relever que la carte ne parle cette fois pas d'attaque principale. À portée 1, cette capacité vaut par exemple pour des torpilles à protons avancées ou des roquettes à protons ou des missiles groupés. Sauf erreur, ce sont les seules armes spéciales utilisables à portée 1 à ce jour. Et ça peut faire sacrément mal tout de même. En revanche, après qu'une telle attaque a touché, DBS 404 subit d'office un dégât critique. Kamikaze, vous dit-on. Ce qui est amusant et pourrait être puissant. La question des coûts se pose bien sûr. À considérer le châssis seul, c'est tout à fait raisonnable, mais il vaut mieux ne pas le barder d'améliorations onéreuses à l'évidence. Tout cela joue, je crois, plutôt en sa faveur et il mérite probablement qu'on expérimente avec lui. D'autant que, merde, c'est rigolo. Reste un dernier vaisseau limité, celui qui se distingue le plus de tous les autres, DBS 32C à initiative 3 pour 42 points d'escadron, soit bien plus que tous les autres, on l'a vu. Et c'est comme de juste le vaisseau dont j'avais causé plus haut et qui dispose d'une barre d'action alternative, dans laquelle le rechargement rouge est remplacé par un brouillage rouge. Il a une autre spécificité de taille, s'il perd tout slot d'armes secondaires, missiles et torpilles mais aussi engins, il dispose par contre d'un emplacement de senseur et surtout d'un slot de relais tactique. Oui, ce vaisseau est décidément distinct de tous les autres Iéna, et il ne remplit pas le même rôle. Il est avant tout un vaisseau de soutien-commandement. Ainsi, sa capacité spéciale stipule qu'au début de la phase d'engagement, DBS-32C peut dépenser un marqueur de calcul pour effectuer une action absente de sa barre de coordination. Cependant, il ne peut coordonner que des vaisseaux dotés de la capacité générique calcul en réseau, soit tous les Vultures et tous les Iéna à ce jour. Et c'est une capacité potentiellement très très puissante. Maintenant, justifie-t-elle ce surcoût non négligeable, même avec un relais tactique? De tous les Iéna, c'est de très loin le plus cher, et on pouvait s'y attendre.
J'ai vraiment envie de tenter des trucs et des machins avec lui, mais je me demande tout de même si pour le coup il n'est pas un peu trop cher. Bon, on verra, faut essayer. Bilan globalement satisfaisant donc pour les différents vaisseaux de cette extension. Eh bien, la plupart ont leur intérêt, avec peut-être un petit bémol pour le seul bombardier séparatiste en ce qui me concerne, et ils remplissent des rôles éventuellement très différents. Ce châssis est étonnamment versatile en fin de compte. Maintenant, outre que je m'interroge quant à sa pertinence, je trouve le drone de bombardement trop cher, clairement, et me pose du moins la question en ce qui concerne DBS-32C. Bah, il faudra essayer. Bien, il nous faut maintenant envisager les améliorations qui figurent dans cette extension. Il y en a donc 10 en tout, dont 7 sont inédites. 2 de ces dernières sont spécifiques à la faction séparatiste. Et la première a déjà été envisagée. Il s'agit de la configuration support d'atterrissage réservée aux Iéna et coûtant un point d'escadron seulement. Il n'y a rien de plus à en dire ici. En revanche, l'extension comprend un nouveau relais tactique, forcément solitaire, et qui répond au doux nom de TA-175. Il coûte à ce jour 5 points d'escadron, ce qui en fait une alternative moins onéreuse à Kraken. Cette amélioration produit un effet de chantage qui n'est pas sans me rappeler notamment celui de l'amiral Sloane du côté de l'Empire Galactique. En effet, la carte stipule que, après qu'un vaisseau allié à portée 0 à 3 avec calcul dans sa barre d'action, soit la majorité des séparatistes, a été détruit, alors tous les vaisseaux alliés à portée 0 à 3 avec calcul dans leur barre d'action gagnent un marqueur de calcul. C'est intéressant, parce que les Vultures notamment risquent de sauter assez fréquemment. Dans une liste de nuées, la destruction d'un vaisseau, surtout si elle a lieu vers le début de la phase d'engagement, pourrait bien avoir des conséquences fatales pour votre impudent adversaire. J'aime bien. C'est tout pour les améliorations spécifiques aux séparatistes, mais l'extension comprend encore 5 autres améliorations inédites au sens où elles apparaissent avec la vague 4. 2 d'entre elles ont cependant déjà été examinées par ici car elles figurent dans d'autres extensions de la même vague. C'est tout d'abord le cas des nouveaux senseurs que sont les senseurs passifs, qu'on trouve également dans le chasseur royal Naboo N1 et qui ne coûtent que 3 points d'escadron. Et franchement, je m'attendais à davantage. J'avais oublié d'en parler dans ma preview pour cette extension, mes excuses. L'amélioration dispose d'une charge récurrente et met en place une mécanique très intéressante. Elle offre tout d'abord une action consistant simplement à dépenser la charge de la carte. Il est précisé que cela ne peut se faire que lors de l'étape effectuer une action de la phase d'activation. La charge est dès lors inactive et, autre précision, dans ce cas le vaisseau ne peut pas être coordonné. Seulement voilà, quand le vaisseau s'engage, si sa charge est inactive, alors il peut effectuer une action de calcul ou d'acquisition de cible. D'une certaine manière, cela revient donc à retarder autant que possible le moment de l'action, mais celle-ci ne peut être que calcul ou acquisition de cible. Et ceci afin de bénéficier de la meilleure information possible. Jusqu'à présent, dans ce registre, le moyen conventionnel de retarder la décision ne pouvait guère se fonder que sur l'initiative supérieure, mais là on franchit une étape supplémentaire avec cette idée d'un vaisseau en attente et qui agit au tout dernier moment en réaction aux manœuvres et actions ennemies. Qui en bénéficiera le plus ? À vue de nez, au premier chef, il s'agira des vaisseaux dotés d'une valeur d'initiative basse, en complète opposition avec ce que nous connaissions jusqu'alors, et surtout parmi eux ceux qui emportent des armes secondaires réclamant de disposer d'une acquisition de cible. Il faut cependant y mettre un bémol. Si c'est en définitive d'un marqueur de calcul dont vous avez besoin, vous ne l'obtiendrez qu'en vous engageant, et donc éventuellement bien tard dans la phase d'engagement, pour ce vaisseau comme pour ses camarades quand interviennent les calculs en réseau. Mais justement, le Iéna paraît littéralement fait pour cette amélioration, lui qui peut être bardé de missiles et de torpilles, et ne perd pas vraiment au change avec un marqueur de calcul si son gain tardif peut constituer un plus ou moins vague handicap. Cependant, d'autres vaisseaux peuvent en profiter, et si le bénéfice procuré aux vaisseaux dotés d'une initiative basse saute plus ou moins aux yeux, j'ai lu ça et là des opinions qui envisageaient la question de manière totalement différente. En fait, du côté de certains adeptes du méta, c'est semble-t-il Dark Vador qui constituerait le pilote idéal pour embarquer les senseurs passifs, qui en ferait l'as ultime. Je n'en suis pas vraiment convaincu. Embarquer cette amélioration sur le TIE Advance X1 implique de se passer du système de commande de tir qui est tout de même très utile sur ce châssis. Il est vrai qu'il ne coûte qu'un point de moins, chose qui m'a donc pas mal surpris. Et Darkounet veut son acquisition de cible, rapport à l'ordinateur de visée avancé de son vaisseau. En outre, j'ai l'impression que cette amélioration associée à Vador n'aurait véritablement de sens que s'il est confronté à d'autres as de catégorie supérieure, comme surtout Podambron. Dans toute autre circonstance, ne serait-ce pas un peu trop redondant sur un vaisseau bénéficiant de toute façon d'une initiative de 6 ? Bref, je demande à voir. Il est très possible que l'association de Dark Vador et des senseurs passifs soit effectivement aussi redoutable et pertinent qu'on a pu le dire, mais je n'y crois pas vraiment. Disons que j'attends avant de me prononcer, j'utilise les senseurs passifs, quoi. Haha. Maintenant, une chose est sûre, je m'attendais à un prix supérieur, voire bien supérieur. Ça fait partie des bonnes nouvelles de la vague 4, comme je vois les choses, une donnée qui pourrait tout changer.
Une seconde amélioration inédite a déjà été évoquée en chroniquant le chasseur royal Naboo N1 et figure également dans l'extension Transport de la Résistance. Et il s'agit d'un nouveau type de torpille, les torpilles à plasma, qui ne coûtent que 9 points d'escadron, ce qui en fait une alternative potentiellement alléchante aux coûteuses torpilles à protons, qui coûtent tout de même 4 points de plus. Il s'agit d'une attaque à 3 dés rouges dans l'arc avant et à portée 2 à 3. La carte dispose de 2 charges. L'attaque nécessite une acquisition de cible et la dépense d'une charge. Durant l'étape de neutralisation des résultats, les dégâts critiques sont annulés avant les dégâts normaux, mais après, soulignons, après que cette attaque a touché, le défenseur perd un bouclier. Nous avons donc ici des torpilles spécialement conçues pour faire sauter les boucliers, avec la contrepartie de ne pas infliger de critiques, ou peu ou sans importance. Dans une optique Alpha Strike, cela peut faire sens, mais si votre adversaire n'a pas ou peu de boucliers, cette carte ne vous sera guère utile. Les gros socles tout spécialement n'apprécieront certainement pas, cela dit, même s'ils ne sont pas exactement les champions du métal à maintenant. Reste que les coups rendent cette amélioration plutôt attrayante à vue de nez, on verra bien ce que ça donnera. Passons maintenant aux améliorations génériques inédites qui ne figurent pour l'heure que dans l'extension Bombardier Droïde de classe Sienna. Elles sont au nombre de 3. Nous avons tout d'abord de nouveaux missiles, mais attention, limités à un seul exemplaire, qui sont les missiles Diamant Bore, lesquels requièrent 2 emplacements de missiles. Dans cette extension, seul le prototype Bactoïde peut les embarquer, donc, mais d'autres vaisseaux d'autres factions pourraient être intéressés ici, comme le bombardier Tayassa, je suppose. Et il coûte 6 points d'escadron. Ah, donc il s'agit d'une attaque à 3 dés rouges dans l'arc avant à portée 2 à 3 et disposant de 3 charges. L'attaque spéciale requiert une acquisition de cible et la dépense d'une charge. Puis, après que cette attaque a touché, on peut dépenser une charge supplémentaire. Ici, je suppose que le rechargement rouge des Hyénas pourrait avoir un intérêt. Dans ce cas, chaque vaisseau, ce qui inclut les alliés, à portée 0 à 1 du défenseur et disposant d'une valeur d'agilité inférieure ou égale à celle du dit défenseur, jette un dé rouge et subit un dégât ou un critique en fonction du résultat. C'est un peu tordu et en même temps je suppose que c'est dans l'esprit de quelques missiles V2 comme surtout les missiles groupés ou les missiles à concussion. Si les torpilles à plasma sont utiles essentiellement dans la chasse au gros à vue de nez, les missiles Diamant Bore quant à eux sont assez clairement conçus pour s'en prendre aux nuées. Le coût paraît relativement correct pour cet effet si les dépenses en charge peuvent vite devenir embarrassantes, surtout si l'on ne peut faire appel qu'à un rechargement rouge pour en récupérer. À vue de nez, un nouveau missile plutôt intéressant si je regrette un peu sa limitation à un seul exemplaire par ailleurs, outre la question des emplacements d'amélioration. J'aurais bien joué 2 prototypes Bactoïdes équipés de ça, mais non, pas possible. Nous avons ensuite une modification inédite liée aux bombes, qui est le détonateur à retardement, 1 point d'escadron. Elle introduit dans le jeu une nouvelle mécanique qui est celle des marqueurs d'amorce. 2 de ces nouveaux marqueurs figurent dans cette extension, et les règles très simples les concernant sont un peu explicitées dans le petit livret de règles qui va avec. La carte stipule simplement que quand on largue ou lance ou place une bombe ou une mine, on peut lui attribuer un de ces tout nouveaux marqueurs. Dans ce cas, quand l'engin est supposé exploser, au lieu de cela, on se contente de doter un marqueur d'amorce. Cela revient donc à retarder l'explosion. Je ne suis pas très enthousiaste à vue de nez. Retarder l'explosion ne serait-ce que d'un tour requiert une planification à terme très poussée et je ne suis pas bien certain de la simple possibilité de planifier de la sorte. Cela peut être intéressant, je suppose, dans une optique de contrôle du terrain. Vous pouvez de la sorte interdire à votre adversaire de gagner tel ou tel coin du tapis de jeu pour le contraindre à manœuvrer dans un espace qui vous sera plus favorable, je suppose. Mais je demeure sceptique. On appréciera bien sûr que la carte offre le choix de recourir ou pas au marqueur d'amorce, mais je n'y crois pas trop. On pourra assurément et bruyamment me démontrer mon erreur d'appréciation en me poutrant avec. Enfin, nous avons la carte très bizarre, potentiellement terrible, potentiellement à chier de cette extension, la bombe électroprotonique, qui a fait beaucoup jaser au moment des annonces de FFG, mais j'ai l'impression que ça s'est assez nettement calmé depuis. Cette carte a des effets terribles, mais qui sont compensés par des conditions passablement restrictives, ne serait-ce qu'en termes de possibilité de s'en équiper. Déjà, c'est logiquement cher, 14 points d'escadron tout de même, et limité à un seul exemplaire. Ensuite, l'amélioration occupe 2 slots, un de bombe et un de modification, allons bon. En outre, le vaisseau doit aussi disposer de l'action de rechargement, ceci alors même que cette bombe précisément ne peut pas être rechargée, c'est explicite. Or, enfin, elle ne dispose que d'une seule charge. On peut la larguer durant la phase système en dépensant cette charge unique avec un gabarit tout droit 1. Après quoi on place un marqueur d'amorce dessus, voyez plus haut. L'explosion de la bombe est donc retardée d'un tour. Mais quand elle explose, elle peut faire très très mal. Chaque vaisseau a portée 0 à 2, un champ d'action inhabituel pour une bombe qui est généralement plutôt à 0 à 1. C'est déjà une sacrée différence.
Chaque vaisseau à portée 0 à 2 donc jette 4 dés rouges et chaque résultat sera handicapant d'une manière ou d'une autre. Un résultat vierge signifiera la perte d'un bouclier, un résultat concentration ou dégâts signifiera l'obtention d'un marqueur ionique, et last but not least, un résultat critique infligera un marqueur de désarmement. Voyez la pauvre Padmé dans l'illustration de l'article de présentation. C'est balèze, mais il y a plein de mais. Déjà, on peut se demander quelle est au juste la cible prioritaire d'une bombe de ce type. Elle n'inflige pas à proprement parler des dégâts, elle fait au mieux dans ce registre perdre des boucliers. Si les vaisseaux de votre adversaire n'ont pas ou peu de boucliers, allez savoir, ils jouent séparatiste ou empire, mettons, enfin je parle pour ma paroisse là, votre coûteuse bombe ne servira pas à grand chose, voire à rien. Pour le coup, la bombe électroprotonique ressemble ici surtout redoutable pour les gros socles, et les gros socles dans le méta actuel, blablabla. Mais c'est à noter, moi qui redoute souvent les bombes pour mes listes de plus ou moins nuées, j'ai l'impression de ne pas constituer une cible prioritaire ici. En même temps, la question des marqueurs ioniques semble pourtant affecter prioritairement les petits socles. Le seul résultat vraiment redoutable, quels que soient les vaisseaux affectés, c'est sans doute le marqueur de désarmement. Mais oui, ce gros gloubi-boulga de dés rouges peut faire très mal, assurément. Seulement, il faut prendre en compte un autre problème éventuel, le marqueur d'amorce, puisque la bombe électroprotonique en a forcément un. Ce qui signifie que votre adversaire disposera d'un tour entier, outre ses repositionnements éventuels du tour de largage, pour évacuer ses vaisseaux loin de l'endroit où ça va péter. Certes, cette bombe dispose d'un rayon d'action inhabituellement élevé, mais c'est tout de même accordé à votre adversaire une option de fuite qu'il aura toutes les raisons de prendre. Dès lors, l'emploi de cet engin n'est sans doute véritablement pertinent, une fois de plus, que dans un jeu de contrôle, où vous vous employez à guider et piéger votre adversaire dans un endroit précis. Un très bon joueur pourra assurément en tirer parti. Moi-même, j'en doute fort. Bon, on verra, mais pour l'heure je suis relativement sceptique. J'attends avec impatience le moment où un adversaire me fera la démonstration cruelle de ce que je me plante complètement. Et ça arrivera forcément. Hey. Nous avons ensuite 3 améliorations génériques que nous connaissions depuis longtemps, aussi ne vais-je pas rentrer dans les détails les concernant. Et seulement ces 3-là, hein. Pour quelques raisons, j'avais avancé dans mon article vidéo de preview que l'extension comprenait également des obus énergétiques spécifiquement séparatistes, mais ça n'est pas le cas, si les Iénas, enfin la plupart des Iénas peuvent bel et bien s'en équiper. Nous avons tout d'abord des roquettes de barrage qui coûtent 8 points d'escadron depuis la mise à jour de juillet, 1 point de plus qu'avant, et qui requièrent 2 emplacements de missiles. Le prototype Bactoïde est donc le seul Iéna en mesure de les embarquer. Et voudra-t-il le faire ? Pas dit. Dans l'absolu, ces missiles très particuliers peuvent constituer une option intéressante. Les bombardiers Taïessa notamment en ont fait la démonstration. Seulement voilà, nous parlons ici du Iéna, or pour tirer avec ces roquettes, il faut un marqueur de concentration, et le Iéna, vaisseau droïde, ne dispose pas de cette action. Ainsi qu'on l'a vu, le prototype Bactoïde peut en fait contourner cette restriction via sa capacité spéciale. Si un autre vaisseau allié a verrouillé sa cible, il n'a que faire des conditions de marqueur pour s'en prendre à elle. Reste qu'il faut qu'un autre vaisseau soit en mesure de verrouiller la cible, donc c'est une prise de risque, même relative, en début de partie, disons. Faisable, mais tordu, et à vue de nez, je n'y crois pas trop, voire pas du tout. L'amélioration générique suivante requiert elle aussi 2 emplacements d'amélioration, mais d'engin cette fois. Il s'agit du générateur de sous-munitions, 5 points d'escadron. On l'a vu, seul le drone de bombardement est donc en mesure de s'en équiper. Là encore, s'équiper de cette amélioration sur un Iéna est probablement une fausse bonne idée, si la carte peut avoir son intérêt sur d'autres châssis. En effet, un trait sans doute essentiel du générateur de sous-munitions est la possibilité de récupérer d'un seul coup 2 charges et à vue de nez sans marqueur de désarmement. Bon, là, depuis l'affaire des obus énergétiques, je ne suis plus tout à fait sûr de moi. Donc, récupérer 2 charges contre la dépense d'un bouclier. Sauf que le Iéna n'a pas de bouclier. Et honnêtement, je ne me sens pas de gaspiller 6 points d'escadron dans des boucliers améliorés qui ne dureraient très probablement pas assez longtemps pour permettre ce rechargement. D'autant plus que le drone de bombardement me paraît déjà cher et même probablement trop cher. Je n'y crois pas. Je chercherai plutôt du côté d'engins plus classiques comme les bombes à protons, les charges sismiques ou les mines de proximité. Et encore, si je veux jouer bombe en séparatiste, et vu la prédilection de la faction pour les nuées, en l'état du moins, ça n'est vraiment pas garanti. Or, la dernière amélioration concerne également les engins puisqu'il s'agit du senseur simulateur de trajectoire, 10 points d'escadron. Toute chose égale par ailleurs, c'est une très bonne amélioration. Seulement voilà, si son coût initial était probablement trop bas, elle coûte aujourd'hui 10 points d'escadron et c'est bien trop cher. Tout spécialement sur un drone de bombardement, le cas échéant, que je trouve déjà trop cher à poil. Alors, s'il faut lui rajouter ce senseur plus 1 ou 2 types d'engins, et là encore dans une faction portée à la nuée, non, je n'y crois pas vraiment. Je garde ça derrière l'oreille au cas où, mais tant que les coûts demeureront tels quels, c'est une option que je ne me sens tout simplement pas d'envisager.
Avec ses ultimes bémols, le bilan de cette extension demeure plutôt alléchant. Prisant les séparatistes, je ne saurais passer outre. Et il y a plein du matos que j'aime, et tout particulièrement dans cette faction. C'est inventif, versatile, fun, mettez-moi d'autre côté, mon bon. Et je pourrais très vite vous livrer un premier rapport de bataille incluant des hyénas, avant probablement de mettre à jour ma dernière preview de la vague 4 avec le transport de la résistance. Restez tunés, comme on dit. Et par ailleurs, eh bien voilà, si vous voulez bien soutenir cette chaîne, ça serait avec grand plaisir. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent y aider. Les abonnements, les petits pouces vers le haut, les commentaires, les partages, tout ça, n'hésitez pas. Ça serait très appréciable. Et je vous dis donc merci et à la prochaine fois.